Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du 21 sur la recherche en petite enfance. Je suis Lise Brunet, doctorante en psychologie et membre du 21 du LabCD, ici pour vous guider au fil de ce podcast et explorer les dernières découvertes en psychologie. Notre mission ici au 21 du LabCD est de rendre la recherche scientifique accessible à tous. Chaque épisode, nous invitons un chercheur ou une chercheuse pour vous dévoiler les mystères de la psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir Lisa Jacquet, chercheuse affiliée au LabCD. Bienvenue Lisa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu te présenter à nos auditeurs et nos auditrices ? Bonjour Lise, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Lisa Jacquet, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Lille au laboratoire Psytech et donc ma spécialité c'est la psychologie du développement et plus spécifiquement le développement très précoce. Et cette année, je suis chercheuse affiliée au LabCD en lien avec un projet que je mène au Musée national Picasso qui est à Paris. Ok, tu es affiliée depuis peu au LabCD, qu'est-ce qui t'a poussée à rejoindre ce laboratoire ? Donc en fait, cette affiliation, elle s'est faite autour du projet que je mène au musée Picasso. Et dans le cadre de ce projet, donc moi, comme je l'ai dit, je suis basée à Lille. J'étais à la recherche d'un laboratoire d'accueil parisien. Et j'avais déjà eu plusieurs occasions dans lesquelles j'ai rencontré Grégoire Borst, donc le directeur du LabCD. Et on avait déjà pu échanger, et ce qui m'avait beaucoup plu dans les méthodes de recherche qui sont employées au LabCD, c'est ce lien entre faire de la recherche fondamentale et faire de la recherche appliquée, et aussi que les questions de recherche qui sont abordées sont en grande partie des questions de recherche ancrées dans la société, avec aussi un contact fort avec les acteurs et les actrices de terrain, donc beaucoup les enseignants et les enseignantes. Donc je me reconnaissais dans ces méthodes de recherche, donc c'est pour ça que j'ai toqué à la porte et on me l'a ouverte, donc je suis venue. Alors tu nous l'as dit, tu travailles beaucoup sur le développement précoce chez le bébé pendant les premiers mois de la vie. Comment est-ce qu'on fait pour faire de la recherche avec des enfants aussi jeunes ? Alors c'est une question qu'on me pose souvent quand je présente mon métier. C'est vrai que c'est assez étonnant quand on ne baigne pas dans ce milieu-là. Donc en fait la recherche chez le tout bébé, elle se mène de plusieurs manières. Rapidement, on pourrait dire qu'il y a une façon qui est en fait de nous, en tant que chercheurs, chercheuses, aller au sein des lieux de vie de l'enfant. Donc ça peut être dans sa famille, dans une crèche, dans tous les endroits que fréquente un bébé, et de faire des observations directement là où est le bébé. Donc souvent, ça va être des observations comportementales. Donc on va regarder les comportements spontanés du bébé, ou qu'on va induire dans une situation spécifique, par exemple de jeu avec le parent. Et on va pouvoir employer aussi, par exemple, des caméras pour filmer, ce qui nous permet de regarder après les comportements et de les analyser plus finement. Donc ça, c'est une méthode. Une seconde méthode, c'est en fait de faire venir les bébés au laboratoire, qui parfois est un peu plus inquiétante. Donc en fait, on reçoit les bébés dans des laboratoires spécifiques qu'on appelle des baby labs, donc qui peuvent être soit un laboratoire consacré uniquement à ça, ou alors une partie d'un laboratoire. Par exemple, au LabCD, il y a un baby lab. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne un baby lab ? On va avoir un espace d'accueil pour recevoir la famille avec le bébé. Donc, c'est toujours volontaire, il n'y a jamais aucune obligation de participer. C'est des parents qu'on va contacter, qui reçoivent souvent un courrier, un mail de notre part, vont tomber sur une affiche, nous disent qu'ils souhaitent participer à une étude scientifique. On les reçoit au laboratoire et donc on prend le temps d'accueillir l'enfant. Et puis ensuite, en fonction de l'étude en cours, on va utiliser différentes méthodes d'étude. Le bébé et le parent restent toujours ensemble durant toute la venue au laboratoire. Et une des problématiques qu'on pourrait dire quand on travaille avec les tout bébés, c'est le fait que les tout bébés n'ont pas accès au langage et donc on ne peut pas leur dire « Ah, ce serait bien que tu fasses ça maintenant » ou leur demander leur avis, leur demander leurs préférences, donc, ce qu'on peut faire souvent chez l'adulte. Et donc pour ça, on peut soit avoir, même au sein du laboratoire, des méthodes d'observation comportementale, comme j'expliquais tout à l'heure, on va dire sur le terrain. Donc ça, on peut faire la même chose, mais au laboratoire, pour que ce soit un peu plus contrôlé comme environnement, ce qu'on aime bien en recherche, qu'on puisse mesurer les différents facteurs, les variables. Et on peut aussi, après, utiliser d'autres types de méthodes. Donc ça peut être des mesures comme des temps de regard, donc ce qu'on va appeler d'un oculomètre ou de l'eye tracking. Donc en fait, on va équiper un écran d'ordinateur d'un système qui permet de savoir où est-ce que l'on regarde sur l'écran.
où on peut équiper directement la personne d'un système, donc des lunettes ou une caméra qui permettent de suivre son regard. Et après, on a d'autres astuces qu'on utilise chez le bébé. On va leur présenter deux choses, deux visages et voir lequel est-ce qu'il regarde le plus longtemps ou ce type de mesures. Et dernier point, on a aussi des mesures qu'on appelle physiologiques. Donc là, on va utiliser différentes choses, mais on peut avoir des mesures par exemple cérébrales. Donc on va avoir des petits bonnets d'électroencéphalographie qu'on va mettre sur le bébé, donc toujours dans le respect et le soin de l'enfant, pour avoir une idée de l'activité cérébrale durant tel ou tel type de tâche. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, tu as réalisé une thèse qui avait pour objectif d'étudier le développement du savoir-faire corporel chez le bébé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce savoir-faire corporel et est-ce que tu travailles toujours dessus ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, j'ai réalisé ma thèse entre deux laboratoires, l'INCC qui est rattaché à l'université Paris-Cité et le LECD qui est rattaché à l'université Paris-Nanterre. Et donc, durant ma thèse, je m'intéressais au développement de l'enfant de manière assez fondamentale, donc de poser des grandes questions sur le développement de l'enfant. Et plus spécifiquement, je regardais les aspects sensorimoteurs du développement. Et donc moi, j'ai travaillé sur cette notion de savoir-faire corporel qui est une manière de comprendre comment est-ce que l'enfant appréhende son corps dans l'environnement. Et plus précisément, le savoir-faire corporel, on pourrait dire que c'est comment est-ce que le bébé est capable d'utiliser son corps pour interagir correctement avec son environnement. Moi, je me suis intéressée à une situation très spécifique qui était comment est-ce que le bébé peut comprendre, apprendre que quand il va bouger un bras ou une jambe, donc dans mon cas c'était un bras, ça va pouvoir produire un son. Donc dans une scène de la vie de tous les jours, le bébé fait ça très souvent, il tient un hochet dans la main et puis s'il bouge le bras, il entend le bruit du hochet et les parents remarquent fréquemment que les bébés aiment bien ça et répètent le bruit, ce qui peut être un peu lassant en tant qu'adulte. Mais en fait, la question, on pourrait se dire, pour bouger, entendre le bruit du hochet, qui a l'air assez sympa, en fait, si je bouge tout mon corps, je vais aussi entendre le bruit du hochet. Mais on voit que les enfants, quand on les observe, ou les adultes du moins, on bouge uniquement le membre, le bras nécessaire. Et donc moi, j'ai essayé de regarder des bébés à différents moments de leur développement pour voir à partir de quel âge est-ce qu'ils allaient être capables déjà de faire le lien entre le mouvement et le son, et ensuite est-ce qu'ils allaient être capables de repérer quel était le bras qui était à l'origine de ce mouvement et est-ce qu'ils allaient utiliser que ce bras-là. Et donc ce que j'ai pu observer aussi en comparaison avec le reste des études scientifiques qui avaient été menées, c'est que ce savoir-faire corporel, on va dire assez affiné à un membre, il apparaît au cours des 6 premiers mois de la vie du bébé. Ok, très intéressant. Alors, Lisa, tu es chercheuse, mais tu es aussi cofondatrice de l'association Premier Cri. Est-ce que tu peux nous expliquer les objectifs de cette association et comment t'es venue cette idée ? Bien sûr. Donc en effet, je suis cofondatrice avec Marion Voileau d'une association qui s'appelle Premier Cri. Donc c'est un projet qui est né en 2018 au sein du centre de recherche interdisciplinaire, le CRI à Paris. Et on s'est rencontrés là-bas en fait avec Marion parce qu'on était toutes les deux en thèse là-bas. Marion, elle est architecte et designer de formation et elle a entamé une thèse en sciences cognitives. Et moi, j'étais dans ma thèse au moment où on s'est rencontrés. Et en fait, c'est vraiment ce projet, il est né de notre rencontre parce que toutes les deux, on avait un regard sur le développement de l'enfant, mais qui était très différent. Marion, de par les méthodes de design et de création qu'elle emploie, elle était vraiment très en lien avec l'environnement de vie de tous les jours de l'enfant, avec des questions portées surtout par des enseignantes d'école maternelle avec lesquelles elle travaillait. Et moi, j'avais cette approche de laboratoire dans un cadre très contrôlé, mais qui permet aussi d'avoir des mesures très précises et de répondre à des questions précises. Et en fait, en se rencontrant, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir amener des méthodologies de recherche expérimentale qu'on peut avoir au laboratoire, plus sur le terrain directement, et surtout que ces questions de recherche, elles puissent répondre à des problématiques des personnes qui travaillent auprès des enfants. Et un autre objectif auquel on avait envie de répondre, c'était de se dire ça c'est super, mais en fait ce serait dommage que ce soit uniquement des chercheurs ou des chercheuses, des scientifiques qui portent ces questions-là. Et comment est-ce qu'on peut inclure dans la démarche directement les personnes qui travaillent auprès des enfants ?
On avait aussi une autre envie qu'a apporté l'association, qui était de faire se rencontrer la diversité des personnes qui travaillent dans le milieu de la petite enfance. Donc nous, on s'intéresse à la période qui va du projet de grossesse jusqu'aux 6 ans de l'enfant, à l'entrée au CP à peu près. Et en fait, il y a une diversité d'acteurs et d'actrices. Donc ce qu'on connaît bien, nous, c'est les chercheurs, chercheuses scientifiques. Il y a toutes les personnes qui vont être du côté design, art. Mais on a aussi, bien sûr, les professionnels d'éveil, donc dans les crèches, d'éducation dans les écoles, les professionnels plutôt du côté de la santé et les parents, les familles. Et donc, on voulait trouver des moments de rencontre entre ces différentes personnes. Ok, alors du coup justement, les objectifs de cette association, la Premier Cri, c'est d'encourager une approche de recherche collaborative réellement entre les différents acteurs pour l'éveil et l'éducation des jeunes enfants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des spécificités de cette approche ? Oui, bien sûr. Nous, on a une méthodologie qu'on appelle une méthodologie de recherche-action collaborative qui en fait s'inscrit dans un courant plus large qu'on peut nommer de sciences participatives ou de recherche-action participative. Parfois, on entend les deux termes. Les sciences participatives, c'est l'idée qu'on va avoir des personnes qui ne sont pas des chercheurs ou des chercheuses académiques qui vont porter la recherche. En partie. Et l'approche collaborative, on pourrait dire qu'elle est un peu plus radicale parmi toute la diversité des sciences participatives, c'est qu'on va décider d'inclure des personnes, je reprends. L'approche collaborative, elle est plus radicale parce qu'on va décider d'inclure des citoyens et des citoyennes, donc dans notre cas, ce sont les professionnels qui prennent soin des enfants, dans le projet de recherche, mais dès le début du projet de recherche et à toutes les étapes. Donc on n'est pas dans une simple participation, mais on va avoir une participation active qu'on va appeler une collaboration. Dans le cas de notre méthodologie qu'on a créée, donc on a écrit sur cette méthodologie qui est assez spécifique, on a une autre particularité, c'est qu'on va aussi faire appel au design. Donc on n'est pas seulement dans une rencontre, on pourrait dire science-société, mais on est dans une rencontre science-design-société, avec le rôle du design qui va permettre à la fois d'ouvrir vers la création et vers la proposition de dispositifs qui répondent aux besoins des parties prenantes, et aussi d'avoir une approche qui va être très centrée donc sur les besoins, par exemple dans notre cas des professionnels d'éveil et d'éducation, et de pouvoir les prendre en compte dans la démarche de recherche. Alors tu nous disais justement que vous mobilisiez beaucoup d'acteurs différents de la petite enfance. Comment chacun de ces acteurs il peut contribuer au succès de l'association, au succès des programmes que vous menez ? Alors, on a différents types d'actions dans l'association. Si on parle des actions de recherche que l'on mène, donc nous, notre rôle en tant qu'association, c'est un rôle de facilitation. Donc, on est là pour se faire rencontrer différentes personnes. On va les regrouper en tant que co-chercheurs. C'est comme ça qu'on les appelle dans notre projet. Et donc là, les acteurs mobilisés, comme je le disais, ça va être des scientifiques, donc des personnes qui font partie d'un laboratoire et vont avoir une expertise sur une thématique qui va être la thématique du projet de recherche-action collaborative. On a des designers qui souvent, on va essayer plutôt de travailler avec des personnes ou ce qu'on appelle des studios de design qui ont aussi une appétence pour la thématique qui est choisie. Et ensuite, on a les professionnels d'éveil et d'éducation qui travaillent soit dans des crèches, soit dans des écoles maternelles, où on a aussi travaillé par exemple dans un centre d'art. Et en fait, chaque personne va avoir un rôle très spécifique au cours du projet. Et ce qu'on a essayé de faire dans cette méthode de recherche-action collaborative, c'est de vraiment pouvoir, à chaque étape, donc il y a 8 étapes qui durent environ un an et demi, et à chaque étape, chacune va avoir un rôle spécifique. Donc par exemple, je donne un exemple au moment où on va faire de la revue de la littérature. Donc une revue de la littérature, elle va être menée par le scientifique de manière classique, comme on a l'habitude dans un laboratoire, donc de lire d'autres articles qui ont été faits par des collègues chercheurs et chercheuses. Mais on va aussi avoir ce qu'on appelle du référencement de projet porté par le ou la designer, qui va voir d'autres projets qui ont déjà été faits sur le thème et qui va aussi se rendre dans les lieux de vie des professionnels pour enquêter un peu sur leur lieu de vie. Et les professionnels ont les outils aussi, donc c'est aussi une des spécificités de la méthode, c'est de donner les outils
pour que les personnes ne soient pas totalement perdues dans comment est-ce que ça fonctionne, ont les outils pour qu'elles, parce que c'est principalement des femmes avec lesquelles on travaille dans le milieu du soin à la petite enfance ou de l'éveil et de l'éducation à la petite enfance, et ces professionnels, elles vont aussi récolter des données sur le terrain de leur mode de fonctionnement avec les enfants, par exemple. Ok, alors on a parlé des chercheurs, des co-chercheurs et des professionnels de la petite enfance. Et les parents, comment est-ce que vous travaillez avec les parents dans tous ces projets de recherche ? Alors, dans les projets de recherche, pour l'instant, on a fait le choix de ne pas inclure directement les parents. Ils ne font pas partie des personnes qui sont co-chercheurs. Ils et elles sont bien sûr informés du projet de recherche. Donc on passe toujours le projet devant ce qu'on appelle un comité éthique de la recherche pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème éthique, et on demande l'accord, le consentement des parents pour que leur enfant participe au projet. Maintenant, on a d'autres types d'actions dans l'association, parce qu'on a quand même cette envie de pouvoir toucher les familles et les parents, et on va plutôt les toucher par nos actions qui sont des actions de formation. Donc on a créé des contenus de formation en ligne. On a un contenu qui est sur les usages numériques dans la petite enfance, et un autre contenu que l'on a sorti récemment qui est sur l'égalité filles-garçons dès la petite enfance. Et donc là, ces contenus, ils sont accessibles gratuitement et en libre accès sur notre site internet, et on espère comme ça toucher aussi les familles. Et on a aussi créé des podcasts puisque c'est un médium qui fonctionne assez bien avec les familles. Podcasts qui sont d'ailleurs disponibles aussi sur Spotify. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur les projets de recherche qui sont menés actuellement au sein de l'association ? Tu nous as parlé notamment d'une collaboration avec le musée Picasso. Nous parler un petit peu plus aussi des résultats que vous avez pu obtenir dans vos derniers projets. Bien sûr. Pour les projets qui ont été facilités selon cette méthode de recherche-action collaborative, donc pour l'instant on en a mené 3, et je peux donner un petit aperçu du dernier qu'on a mené, qui était en collaboration avec 3 écoles maternelles de l'Académie de Paris, et donc le Lab Sorbonne aussi qui nous a aidés sur ce projet. Olivier Mascaro qui est chercheur au CNRS à l'INCC à l'Université Paris-Cité, et Lou Vétier qui est designer. Et donc sur ce projet, la question qui a émergé, donc on a vraiment un temps pendant lequel on laisse émerger une question de recherche qui réponde aux attentes des professionnels de terrain, c'était autour de la capacité des enfants à se repérer dans une journée à l'école. Donc c'était des enfants d'école maternelle, tous niveaux confondus. Et les enseignantes rapportaient qu'une des difficultés dans leur quotidien, c'est que les enfants avaient du mal à se repérer dans le moment de la journée, pouvaient, en sortant de la cantine, demander quand est-ce que c'était la cantine, ou à l'instant où ils arrivaient à l'école, demander quand est-ce qu'était l'heure des parents, comme disent les enfants. Donc elles nous ont dit que ça créait parfois un certain climat de classe un peu anxiogène, et c'était vraiment une problématique pour elles. Donc, et d'un point de vue de la recherche, c'est vrai que Olivier Mascaro a pu nous rapporter que c'était durant cette période de développement que les enfants allaient progressivement apprendre à représenter le temps et à se repérer dans le temps. Et donc ce qui a été fait pour ce projet, c'est la création d'un dispositif qui s'appelle le Chronoclap, qui est un dispositif qui est utilisé par les enfants, qui permet de visualiser le temps qui passe à l'école. C'est un dispositif avec des petites languettes que les enfants vont venir abaisser pour chaque moment de la journée, avec des petites billes qui représentent le temps aussi. Et ce qu'on a fait, c'est que ce dispositif, il a été créé, et ensuite, ce qu'on veut, c'est aussi pouvoir évaluer l'impact du dispositif. Donc pour ça, on a fait des mesures avant et après l'arrivée du dispositif dans les classes, donc des mesures sur les capacités des enfants à se représenter le temps et aussi sur le climat de classe. Et on avait aussi ce qu'on appelle un groupe témoin, donc des enfants qui, pendant la même période de temps, eux n'allaient pas avoir le dispositif dans leur classe, mais on faisait les mêmes mesures pour comparaison. Donc là, on est en train de finir l'analyse de données, mais ce qu'on a observé, c'est que le dispositif qui s'appelle le Chronoclap, il permettait d'améliorer les capacités des enfants à représenter le temps de manière concrète, donc la séquence d'événements dans la journée, ce qui était porté par l'objet. Mais si on voulait avoir une plus forte généralisation, est-ce que les enfants étaient meilleurs à représenter le temps même de manière abstraite ? Ça n'a pas été observé.
Maintenant, tu l'as aussi soulevé, on a un autre projet dans l'association que je porte moi plus spécifiquement, qui est un projet autour de l'éveil culturel et artistique. Et donc cette année, je mène un projet avec le musée Picasso à Paris. Et la question qui m'intéresse, c'est de comprendre comment est-ce que l'ouverture des musées aux familles, donc c'est quelque chose maintenant qui est de plus en plus fréquent, que les musées accueillent des bébés en leur sein dans des moments spécifiques, donc des visites pour parents bébés. Comment est-ce que ces moments peuvent être considérés comme une certaine forme de soutien à la parentalité ? Est-ce que l'on va, durant ces temps, observer des interactions spécifiques entre le parent et l'enfant, qui peuvent être des interactions qu'on va trouver particulièrement qualitatives et profitables au développement de l'enfant. On sait que les parents, surtout de jeunes enfants, peuvent être particulièrement stressés, que c'est parfois difficile, il y a beaucoup de choses lors de l'arrivée de l'enfant à gérer. Et donc on n'a pas toujours un temps où on peut un peu souffler et être vraiment en rencontre avec son bébé, dans un cadre agréable, accompagné par quelqu'un aussi qui est là pour nous aider dans ce temps de rencontre. Et donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc là, avec le musée Picasso, on est en train de travailler ensemble à créer une offre de visite parents-bébés pour les bébés non marcheurs. Donc pour l'instant, on est vraiment dans ce travail de conception. Et donc ensuite, on va ouvrir les visites à partir de janvier-février 2025. Et moi, je vais pouvoir faire des observations sur les interactions entre les parents et les bébés durant les visites pour observer la qualité des interactions. Eh bien, on a hâte d'en savoir plus sur ce projet. Vous avez une volonté forte avec l'association de lutter contre les inégalités éducatives et contre les inégalités tout court. Comment est-ce que l'association, elle œuvre en ce sens ? Tout à fait. Donc pour l'association Premier Cri, nous, on a un parti pris dans la majorité de nos actions qui est en fait de travailler auprès des professionnels qui prennent soin, éduquent, éveillent les jeunes enfants. Donc il y a nombreux acteurs et actrices, comme je le disais, qui prennent soin de l'enfant, mais nous, on a fait le choix de travailler directement avec les professionnels et surtout de travailler en fait sur le bien-être et la qualité de vie au travail des professionnels. Parce que dans ce qui est demandé dans ce métier qui peut être très difficile d'éveil et d'éducation, d'être consacré au développement de l'enfant, on a besoin d'avoir des professionnels qui vont bien, qui ont une bonne qualité de vie au travail pour pouvoir faire au mieux ce métier qui est très demandant. Et peut-être que les auditeurs et auditrices en auront entendu parler, mais on entend parler parfois de scandales, on pourrait dire, dans les crèches, avec une qualité de vie au travail qui peut être dégradée, ce qui va aussi avoir un impact sur la prise en soin ou l'accueil de l'enfant. Et donc nous, notre envie, c'est de pouvoir améliorer la qualité de vie au travail de ces professionnels, mais aussi de leur donner un pouvoir d'agir. Donc c'est vraiment de se sentir dans la possibilité de mettre en place des actions. Et donc c'est pour ça en fait que pour nous, la recherche action collaborative, ça peut être une réponse à ces problématiques-là. C'est d'accompagner des professionnels, de leur dire vos connaissances, vos savoirs sont valorisables, vous êtes des expertes en fait du développement de l'enfant par les savoirs qu'on appelle expérientiels que vous avez par les savoirs expérientiels que vous avez acquis au quotidien, et aussi de pouvoir leur dire vous avez des idées, on peut mettre en place des actions, on peut les évaluer, parce que c'est aussi cet intérêt de la démarche scientifique de dire c'est pas parce qu'on pense que quelque chose est bien que c'est forcément bien, mais on a besoin de voir les impacts que ça a réellement. Donc nous, c'est des choses qui nous paraissent très importantes. De manière plus large, on essaye aussi de faire en sorte que tout enfant puisse avoir une bonne qualité d'accueil, que ce soit dans un cadre professionnel ou aussi familial. Je parlais tout à l'heure des actions de formation qu'on a qui, là, sont des contenus aussi bien adressés aux professionnels qu'aux familles. Et donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de donner, on va dire, les clés de compréhension à chaque parent, à chaque professionnel sur des temps du développement de l'enfant. Donc on essaye de ne pas être dans une approche de dire voilà ce qui serait le mieux de faire, ça c'est la bonne méthode avec votre enfant, mais plutôt sur des questions complexes, des questions sociétales, de présenter les recherches qui existent, mais aussi des points de vue professionnels ou des points de vue d'autres personnes qui travaillent auprès des enfants pour que chacun puisse se faire son avis et fonctionner au mieux dans son rôle de donneuse de soins auprès des enfants.
Alors, vous ciblez quand même une large communauté de bébés et de professionnels. Comment est-ce que vous faites pour adapter tous vos programmes à des besoins qui vont être aussi variés qu'il existe de structures, de professionnels ou d'enfants? C'est une très bonne question et c'est sûrement une des questions sur lesquelles on est aussi encore en train de travailler. Une première réponse, c'est de dire qu'on a aussi dans la conception de nos outils ou de nos contenus de formation cette démarche collaborative. Elle touche en fait tout ce qu'on fait. Et donc dans tout ce que l'on crée, on va avoir des phases aussi qu'on peut appeler d'itération ou de test. Donc par exemple, on va créer des nouveaux outils pour accompagner les co-chercheurs dans nos projets de recherche. Et ces outils, on va les tester pour prendre des retours, pour les améliorer. Donc on essaye d'être au plus près, on va dire, des besoins des personnes avec lesquelles on travaille. Après, tu soulèves un point intéressant, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de varier les supports que l'on peut employer. Donc, par exemple, dans le cadre de nos formations, ce qu'on appelle un MOOC, donc un cours en ligne, le premier qu'on a développé sur les usages numériques, il était vraiment sous un contenu, 5 vidéos, mis sur une plateforme officielle pour se former. Mais on a été contacté par des collectivités territoriales, des structures associatives qui nous ont dit on aimerait bien animer des temps, vu que c'est une question qui est très importante pour beaucoup de personnes, les usages numériques dans la petite enfance. On aimerait bien animer des temps, mais 5 épisodes de 20 minutes, c'est un peu long. Et donc on a retravaillé pour faire un contenu plus court de 52 minutes et on met aussi en ligne donc, ce contenu sur notre site internet, mais on crée aussi des kits qui sont des supports de présentation pour que toute personne puisse s'emparer du support et faire dans sa structure une formation, une intervention de 2 heures. Donc c'est un mode de réponse, c'est d'essayer d'adapter les contenus en fonction des besoins de notre public, mais ça reste encore une des questions de l'association, c'est comment aussi aller toucher les publics qui sont les plus éloignés, en fait, peut-être les familles aussi qui peuvent se trouver dans des situations de plus grande détresse, qui sont plus difficiles à toucher. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille maintenant. Et pour ça, on essaye aussi de s'appuyer sur d'autres associations qui sont déjà très fortes pour faire ce genre de choses, pour travailler conjointement. Alors, tu nous parles de beaucoup de ressources, de formations, de vidéos, de podcasts. Comment sont accessibles ces ressources? Est-ce que tout le monde peut y avoir accès? Je pense notamment aux parents de jeunes enfants qui seraient curieux, qui voudraient en savoir plus. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à ces ressources? Alors oui, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment une volonté dans l'association, c'est que tout soit en libre accès. Donc sur notre site internet, qu'on a essayé de penser aussi comme une plateforme de ressources, on va retrouver les vidéos des différents contenus de formation. Donc elles sont sous un onglet qui s'appelle Formation puis MOOC. Le MOOC, c'est un acronyme pour parler des cours en ligne. Et donc on va retrouver les 2 contenus de formation, celui sur les usages numériques et celui sur l'égalité de genre. Donc ça, c'est sur notre plateforme internet. Et après, pour les versions podcast, donc ce sont les mêmes contenus mais mis sous un format podcast, on va les retrouver sur les plateformes habituelles de diffusion de podcasts. Comment est-ce que tu envisages l'avenir pour Premier Cri? Quelles nouvelles initiatives ou projets tu aimerais développer pour renforcer l'impact de l'association? Alors, dans l'association, on est 3 personnes à travailler ensemble. Donc Marion Voileau, qui est la directrice de l'association et aussi cofondatrice. Et on a aussi une autre collaboratrice qui s'appelle Mathilde Jacot, qui est designer et chargée de mission. Et donc, toutes les 3, nos envies pour la suite, c'est en fait de pouvoir continuer à faire des projets de recherche-action collaborative. On a travaillé l'année dernière à créer tout un kit qui permet d'accompagner les co-chercheurs. Donc on a créé des vidéos avec des capsules vidéo pour chaque étape pour accompagner les personnes et aussi des outils qui ont été très bien pensés en collaboration avec Emma Mongenot pour vraiment faire que la prise en main soit très facile. Donc maintenant on n'a qu'une hâte, c'est de tester ces outils et donc on est en train on essaye en tout cas de monter 2 nouveaux projets de recherche-action collaborative pour l'an prochain. On a aussi des envies de continuer à faire des contenus de formation. Donc, on évoquait tout à l'heure le sujet de l'éveil culturel et artistique. Donc, on mène des recherches depuis plusieurs temps sur ce sujet. Et donc, on aimerait bien pouvoir maintenant aussi faire en sorte que les résultats de ces recherches soient accessibles au plus grand nombre. Et une des envies fortes de l'association, c'est aussi de se tourner plus vers le plaidoyer. Donc nous, notre but, c'est de créer des changements systémiques dans la société et d'essayer aussi
répondre à des enjeux qui peuvent être politiques, pas dans un sens partisan, mais en fait vraiment à des questions sociétales. Pour nous, il y a une grande importance aussi, on est dans un contexte assez complexe actuellement et donc on aimerait pouvoir former un réseau de personnes dans la petite enfance qui seraient à même de se positionner pour défendre des valeurs communes, à la fois pour défendre les droits des enfants mais aussi les droits des personnes qui prennent soin des enfants, que ce soit les professionnels ou les familles. Alors, on arrive bientôt à la fin de cet épisode de podcast. On a l'habitude de demander à nos invités s'ils ont des conseils pour les professionnels, pour les parents. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête et qui pourraient aider un petit peu nos auditeurs et nos auditrices qui travaillent ou qui ont des très jeunes enfants ? Je suis prise de court, mais non, les conseils que j'aurais, ce serait peut-être auprès des jeunes parents, puisque j'ai quand même été beaucoup amenée à travailler au contact de ce public et je travaille toujours beaucoup avec des jeunes parents et des bébés. Et je pense que c'est un moment de vulnérabilité très forte en fait pour le jeune parent et des moments où on peut se retrouver aussi très seul face à un enfant. Donc on parle souvent du fait qu'on a imaginé durant la période d'attente de l'enfant qui allait arriver et puis qu'après on est confronté à l'enfant réel et à toutes les difficultés que ça peut poser. Et donc moi j'invite vraiment les parents à premièrement se faire confiance et se dire que des parents qui vont bien, c'est souvent une belle manière pour un enfant d'aller bien, et aussi de ne pas hésiter à se tourner vers des professionnels de santé, pas seulement pour leur enfant mais aussi pour eux. Et pour elles surtout d'être dans cette démarche de toujours être en contact avec du monde et de ne pas hésiter à se tourner vers l'ensemble des professionnels qui existent. Voilà. Et de ne pas hésiter à aller jeter un œil au site de l'association Premier Cri. On arrive à la fin de cet épisode du podcast du 21. Merci beaucoup Lisa d'avoir été avec nous pour partager cette discussion passionnante autour de la petite enfance. Merci à tous nos auditeurs et auditrices d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site premiercri.org sur lequel vous trouverez de nombreuses ressources autour de la petite enfance. N'hésitez pas à vous abonner au 21 du Lapsidé sur Spotify, mais aussi sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, X, YouTube et Instagram, pour rester informé des dernières découvertes en psychologie. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci et à bientôt pour un nouveau podcast.